Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Škoda Superb 2. Inutile de compter sur une double galvanisation et des ZZZ différents dans le numéro de carrosserie. Si la peinture est endommagée, elle est détruite assez rapidement. Mais les voitures sont généralement bien peintes. Seul un œil averti remarquera sur une voiture de plus de 5 ans des traces de corrosion sur le bord inférieur des portes, aux endroits où les coffres et les pare-chocs entrent en contact avec la carrosserie. Il y a plus de problèmes sur les voitures dans lesquelles les pièces jointes ont été fréquemment retirées. Les écarts sont très petits et une violation minime entraîne une augmentation du contact et des dommages à la peinture, et les pare-chocs doivent être retirés même sur les voitures qui n'ont pas été impliquées dans un accident. Par exemple, le pare-choc arrière abrite de nombreux composants du capteur de stationnement. Le pare-choc avant est retiré pour entretien. C'est paradoxal, mais vrai. Les voitures après un accident avec des pièces peintes ne présentent généralement pas de corrosion à ces endroits. La couche de peinture après réparation, si nous parlons d'un travail de haute qualité, est généralement plus épaisse et ne s'use pas aussi rapidement. Les ailes arrière sont particulièrement menacées. Elles sont longues et le pare-choc arrière est très long et lourd. Une couche particulière de problème est créée par la délicate porte arrière Twin Door. Son faisceau de câbles, sa serrure et son ferme-porte avec capteur créent périodiquement des difficultés à ses propriétaires. Une fermeture incomplète, une lumière allumée en permanence dans le coffre et simplement une défaillance de la serrure sont tout à fait typiques. Le prix de la « bonne » décision est assez élevé, et c'est pourquoi l'agriculture collective prospère ici. Au lieu de micro-interrupteurs défaillants, des micro-interrupteurs séparés sont installés dans la serrure et plus près, interférant avec le câblage. Le câblage lui-même a souvent été refait à plusieurs reprises. Le faisceau entre la porte et la carrosserie s'effiloche parfois dès la 3e année de vie de la voiture. Cependant, cela conduit rarement à des pannes fatales. Généralement, tous les problèmes se limitent à une fermeture incomplète du couvercle. La plateforme sur laquelle est fabriquée la Superb n'est pas simple en termes d'électronique. Câblage avec un buscan, beaucoup de boîtiers électroniques et avec une très faible qualité de fabrication des faisceaux. Même sur les voitures relativement neuves, des problèmes peuvent survenir avec le câblage des portes. Si le faisceau de la porte conducteur tombe en panne, non seulement les vitres électriques, mais également les airbags latéraux cesseront de fonctionner. Et si le faisceau de câble sous le tableau de bord est cassé, l'alimentation de l'ECU peut être perdue, entraînant une panne complète de la voiture. En général, le circuit d'alimentation des unités est assez complexe. Plusieurs bus d'alimentation ne dépendent pas les uns des autres, et si au moins un tombe en panne, il n'y aura pas de démarrage. Dans ce cas, le problème peut être caché à un endroit qui, à première vue, est insoupçonnable, par exemple dans une partie fixe sous le panneau ou à proximité de l'unité de commutation. Des échecs de communication via le buscan se produisent également, là encore, en raison du câblage des unités. En général, il existe un risque de panne grave du système, et si des problèmes surviennent, vous aurez besoin d'un très bon électricien qui sait bien lire les schémas et comprend son travail. Et un petit problème peut entraîner un remplacement très coûteux du faisceau de câble ou une énorme agriculture collective. Évitez à tout prix cette dernière. Il existe des exemples où il n'est pas possible de démarrer complètement la voiture pendant des mois après qu'une telle intervention soit nécessaire pour vérifier tous les systèmes. Les pannes du système multimédia sont fréquentes, notamment avec Bolero, mais les autres ne sont pas non plus sans faute. La moitié des problèmes, encore une fois, sont causés par le micro-logiciel et d'autres interventions, mais souvent tout se termine par le remplacement de l'ensemble tête. Le câblage de la porte arrière et du pare-choc arrière est un problème distinct, où des difficultés surviennent particulièrement souvent. Sous le capot, il y a moins de soucis de câblage, des connecteurs assez fiables et une forte isolation posent un minimum de problèmes. Cependant, les capteurs du moteur sont menacés. Il y a ici un capteur de température d'air d'admission séparé, et l'emplacement a été choisi avec beaucoup de succès. Il est constamment obstrué par l'huile du système de ventilation et montre qui sait quoi. Le capteur de pression d'huile tombe en panne très souvent, les capteurs de température du liquide de refroidissement mentent. Le papillon des gaz tombe généralement en panne à plus de 100 000, juste avant la fin de la garantie. En général, le câblage électrique doit être soigneusement vérifié et est plus susceptible de tomber en panne, notamment en raison de la qualité du câblage. Le système de freinage des voitures est fiable et peu coûteux. Si vous ne tourmentez pas l'unité de commande ABS avec le firmware gauche, alors il n'y a qu'un seul problème, un relâchement excessif des freins sur les bosses et à tour de rôle sur le firmware jusqu'en 2013 inclus.
la mécanique des freins est fiable, les tuyaux ne sont pas encore pourris et les capteurs du système ABS sont bien placés. Une « agriculture collective » avec l'installation de disques et d'étriers de freins plus puissants apparaît. Cela en soi n'est pas effrayant, généralement les composants proviennent du constructeur, un ensemble de composants de la plateforme PQ35, et tout fonctionne bien. Mais un tel réglage, en règle générale, indique que le moteur a également été ébréché et que les éclats sont différents. À propos, si quelque chose sonne ou gratte dans la suspension, faites attention aux fixations des pare poussières. Très souvent, ils se cassent au niveau des points de montage. La direction ici est électrique, presque exemplaire. Elle est bien réglée et fiable. Les principaux problèmes surviennent, quelle surprise, au niveau du faisceau électrique. Surveillez les contacts, évitez l'oxydation et l'endommagement des connecteurs. Le kilométrage des tirants et des extrémités dépend principalement du style de conduite et de la largeur des pneus, mais généralement jusqu'à 80 000 km ne sont pas préoccupants. Les pendentifs sont également très agréables. La jambe de force McPherson à l'avant dans le cas d'une suspension avec un « package pour mauvaise route » RPD, résiste parfaitement à nos indications, sauf que les supports de jambes de force sont plutôt faibles. Sur les voitures équipées d'un faux châssis avant en acier, pour la plupart avant 2009, les blocs silencieux arrière des bras de commande avant peuvent provoquer des grincements au début, mais la pièce elle-même est peu coûteuse. Si le faux châssis est en aluminium, les blocs silencieux sont plus fiables, mais nettement plus chers. La suspension arrière est légèrement renforcée et peut bien supporter le poids de la voiture. La durée de vie de la plupart des composants de suspension est supérieure à 50 000 km, sauf que les jambes de force stabilisatrices durent moins, mais il s'agit d'un consommable. Après 50 000 à 60 000 km, vous pouvez vous attendre à un affaissement des supports de jambes de force avant, au remplacement des bras de support arrière et à une révision de la suspension arrière. Si les amortisseurs et les ressorts proviennent d'un kit PPD, ils durent très probablement encore plus longtemps, et si des Européens sont installés, mais sans bottes supplémentaires, alors les amortisseurs seront déjà considérablement réduits. Lors de l'installation d'une suspension Euro, de nombreuses personnes changent les ressorts en Légeophore et abandonnent les anciens amortisseurs. Le résultat est que la voiture devient encore plus basse et plus rigide que même les Euro standards. Pas pour tout le monde. Lors de l'installation du bloc silencieux arrière du levier en forme de L de l'Audi S3, la voiture commence à diriger encore plus brusquement, mais les vibrations et le bruit dans l'habitacle augmentent considérablement, jusqu'à un niveau nettement supérieur à confortable. Les variateurs et boîtiers mécaniques en général ne posent pas de problème particulier. Avec une mise en garde, si l'opération est calme. Habituellement, un moteur turbo provoque un style de conduite plutôt actif, sans parler de la possibilité de réglage. Dans ce cas, le volant bimasse des moteurs 1.8 et 2.0 et le différentiel de transmission manuelle sont menacés. Si le volant cogne, il est temps de le réparer ou de le remplacer par un neuf. Vous pouvez en prendre un nouveau avec un standard, ou vous pouvez acheter un kit d'embrayage plus fiable du moteur VR6 et un volant moteur personnalisé, de Bryce, bien que son prix semble un peu élevé. La dernière option est principalement nécessaire à ceux dont le moteur subit un réglage sérieux. Vous ne pouvez prolonger la durée de vie du différentiel qu'en changeant l'huile dans la boîte à temps et en écoutant les boîtes sur un ascenseur. Lorsque vous faites tourner les roues à la main avec la voiture à l'arrêt et la vitesse en prise, il ne devrait y avoir aucun à-coup. Ou coincé, et si vous démarrez le moteur et faites patiner les roues, l'appareil ne devrait émettre aucun bruit parasite. À propos, la technique est également excellente pour les DSG DQ200 et DQ250, leur différentiel est également faible et de nombreux produits d'usure de la boîte de vitesse y entrent également. Les transmissions avant équipées de puissants moteurs 2.0 TSI et 3.6 FSI ont une durée de vie relativement courte. Elles doivent souvent être remplacées après 100 000 km. Lors du réglage 1.8 et même 1.4, l'effet est le même. Et les bottes de transmission ne sont pas particulièrement durables, elles doivent être vérifiées à chaque entretien. Mais en fonctionnement normal, la ressource est toujours importante. Une pièce similaire sur une Passat a souvent une durée de vie de plus de 250 à 300 000 km. Les transmissions à traction intégrale ne se distinguent par rien de spécial en termes d'entretien, sauf que l'huile de l'accouplement Haldex doit être changée tous les 40 000 à 60 000 km et que le câblage de l'accouplement doit être entretenu de temps en temps, en vérifiant les joints de tout connecteur, surtout après avoir traversé des flaques d'eau profondes. Sur les versions fortement réglées, il y a également des problèmes avec la boîte de vitesse arrière et les entraînements, mais il y a peu de statistiques. D'ailleurs,
La transmission intégrale standard n'était disponible que sur les voitures avec 3,6, qui sont très peu nombreuses, et en option c'était le cas. Commandé sur des moteurs 1.8 et 2.0, et évidemment pas pour aller à l'église le dimanche, cela ne serait guère arrivé sans un bon recuit. Avec une transmission automatique, tout est plus compliqué. Jusqu'en 2010, les variantes les plus populaires à moteur 1.8 étaient équipées du très problématique DSG7, également connu sous le nom de DQ200. On le trouve rarement sur les voitures importées, équipées d'un moteur 1.4. Nous n'avons pas vendu une telle configuration. De 2010 à 2013, ils ont installé une transmission automatique Aisin TF60SC presque réussie, qui ne peut être critiquée que pour son mauvais système de refroidissement, facilement réparable. Cependant, le faible niveau technique des utilisateurs, les embouteillages et le service concessionnaire de haute qualité, uniquement avec des pièces de rechange d'origine, et même le manque de vidange d'huile de routine, tue cette unité avec une garantie de 160 à 200 000 km. Mais lorsqu'il est utilisé sur de courts trajets et sans embouteillage, il vit heureux pour toujours. Les puissants moteurs 2.0 et 3.6 étaient également équipés d'un DSG6 plus puissant avec embrayage humide, également connu sous le nom de DQ250. Parfois, vous pouvez trouver un DQ500 encore plus puissant avec 7 étapes, mais il s'agit déjà d'un réglage, il n'a pas été installé en standard. Après un restylage en 2013 avec des moteurs 1.8, ils ont recommencé à installer le DQ200 dans une version légèrement améliorée. C'est le DQ200 d'avant 2010 à 2011 qui pose le plus de problèmes. Le premier jeu d'embrayage avait généralement une durée de vie allant jusqu'à 40 000 km. Le deuxième amélioré durait généralement plus longtemps, mais pas de beaucoup. Après 90 000 à 100 000 km, il devait également être remplacé, et en même temps, le volant bimasse devait également être réparé. Mais ce ne sont que des dépenses. C'est bien pire que la boîte elle-même tombe également en panne. Le différentiel casse, les sièges des tiges de commutation s'usent, les solénoïdes du corps de vanne et son câblage s'encrassent et s'usent, et les capteurs se coincent avec de la sciure de bois. La conception est initialement infructueuse, il y a trop de produits d'usure dans l'huile, qui est le fluide de travail du corps de vanne mécatronique. Et contrairement aux transmissions automatiques classiques, ce ne sont pas des restes mous de franges en carton, mais du métal. Et les produits d'usure ont également commencé à devenir magnétiques pour les capteurs et les solénoïdes. En général, vous pouvez changer l'huile souvent, vous pouvez nettoyer la mécatronique, mais la boîte n'aura certainement pas une vie longue et heureuse. Le DQ250 à 6 vitesses a essentiellement les mêmes problèmes. Seuls les embrayages sont également en bain d'huile et il n'y a aucun problème avec le volant moteur. Tout changer est beaucoup plus simple, les filtres sont un peu meilleurs et conçus pour un couple plus élevé. Les problèmes sont moins fréquents, mais le résultat global est le même. La boîte de vitesse tombera inévitablement en panne, l'usure sera très élevée et les réparations seront coûteuses. Et la vidange d'huile ici devrait déjà être liée non seulement au kilométrage et au nombre de commutations, mais aussi au nombre d'accélérations brusques. Parfois, après 15 à 20 000 km à un rythme urbain actif, l'huile contient une grande quantité de produits d'usure, et il vaut mieux la changer. Si vous laissez tout tel quel et que la voiture roule dans une ville avec des embouteillages, alors après 80 000 km, vous pouvez compter sur des contractions dues à la contamination du corps de soupape, et si vous ne changez pas les garnitures de la turbine à gaz et ne le faites pas changer l'huile, puis après 100 à 120 000 km, vous devrez faire face à de sérieuses réparations. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur les moteurs Superb, mais seules certaines d'entre elles peuvent être écrites dans une publication décente. Tous les moteurs à essence, à l'exception du VR6 3.6 haut de gamme, sont suralimentés et tous à injection directe. Et toutes les unités ont suffisamment de problèmes. Les petits moteurs 1.4 TSI sont plus courants sur Octavia et Golf, les moteurs 1.8 TSI et 2.0 TSI peuvent être vus sur Octavia et Passat, et le VR6 dans cette configuration peut être trouvé sur la VW Touareg de première génération. L'un des avantages incontestables de tous les moteurs est leur rendement élevé. Et les turbocompressés ont également une bonne réserve de suralimentation, même un petit 1.4 TSI produit potentiellement plus de 180 forces, et 1.8 TSI et 2.0 TSI, avec une intervention minimale dans le matériel, produisent plus de 300 forces. Et les inconvénients. Le moteur 1.4 n'est presque jamais trouvé sur les voitures russes, il n'a été officiellement fourni qu'au cours de la première année de production du modèle, et uniquement avec une transmission manuelle, et il n'était pas demandé. Difficulté, durée de vie courte,
parfois jusqu'à 50 000 km, turbine faible, refroidisseur intermédiaire liquide problématique, mauvais échauffement du moteur, durée de vie courte des chemises et, le plus désagréable, piston faible et gourmand en huile pour démarrer. Certains problèmes peuvent être résolus en utilisant une huile plus visqueuse, d'autres en surveillant fréquemment les points problématiques. Mais comme la plupart des propriétaires ne sont pas enclins à réfléchir et se limitent à un entretien standard, les risques d'échec sont supérieurs à la moyenne. Les problèmes les plus courants sont le glissement de la chaîne, les soupapes tordues, les grillages et les fissures des pistons dus à la détonation. De plus, panne de pompe d'injection de carburant et d'injecteur. En général, il y a quelque chose à surveiller. Les moteurs 3.6 sont rares, et leur moteur à piston n'est pas idéal. Il est un peu sujet à la coquefaction. L'équipement de carburant est sensible à la qualité du carburant et la courroie de distribution est quelque peu trop compliquée. Sa durée de vie n'est pas stable et lorsqu'elle est usée, elle a tendance à glisser. Les moteurs les plus courants sont les générations 1.8 et 2.0 de l'EA 888. Et ils ne sont pas non plus particulièrement fiables, mais le moteur à piston ici est solide, le système d'admission est plus simple que celui du 1.4 et la marge de sécurité de la bielle et le piston est sensiblement plus haut. Les principaux problèmes sont la coquefaction du groupe de pistons sur les moteurs fabriqués avant 2014, la durée de vie de la courroie de distribution et des déphaseurs est d'environ 100 à 130 000 km en moyenne, ainsi que les pannes du système de commande. Cela ne semble pas être un gros problème, mais si vous y regardez bien. Un ralenti instable sur un moteur EA 888 n'est pas seulement un papillon des gaz sales, usés ou de vieilles bougies d'allumage. Il s'agit souvent de la soupape de pression dans la rampe d'injection, ou peut-être que la pompe d'injection de carburant commence à fonctionner à basse vitesse. Ou sa came d'entraînement, mais le moteur ne fonctionnera pas même à grande vitesse. Si le moteur est dans l'huile, la raison en est soit dans le système de ventilation du carter, il est plutôt faible ici, soit dans le séparateur d'huile, mais le plus souvent les segments de compression sont simplement coincés. Ensuite, les tuyaux d'admission commencent à transpirer, et si vous manquez ce signe, il est fort probable que le joint d'huile du vilebrequin arrière s'écrasera et que le carter de distribution supérieur en plastique fuira. C'est ainsi que le moteur est conçu avec succès. Si le groupe de pistons a déjà été changé, il ne coquefiera plus avec de l'huile SAE 30 de haute qualité et à faible viscosité, mais les huiles recommandées ne sont pas très bonnes. Il est préférable de passer aux huiles estées ou PAO, et s'il y a des déchets évidents, alors en combinaison avec la décarbonation. Et permettez-moi de vous rappeler encore une fois l'opportunité d'installer un thermostat plus froid, afin de ne pas surchauffer le moteur. En moyenne, les moteurs EA 888 conservent un kilométrage de garantie stable, mais ce qui se passe au final dépend de la qualité du service et de la persévérance du propriétaire. Beaucoup n'ont pas changé le piston et pensent que la consommation de 4 à 6 litres d'huile d'un contrôle technique à l'autre est un résultat normal. Ils croient aux ingénieurs de garantie que le moteur turbo devrait manger de l'huile et que la boîte de vitesse DSG devrait trembler. Et après l'expiration de la garantie, ils sont surpris d'apprendre qu'il s'agissait des premiers signes de problèmes graves. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Skoda Superb 2, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.